Papa disait à tout le monde que je reprendrais l'entreprise un jour. Le soir où il a pris sa retraite, il a remis les clés. Mon père a dit à tout le monde que je reprendrais l'entreprise un jour. Le soir où il a pris sa retraite, il a tendu les clés à mon frère devant tout le personnel. J'avais encore mon discours, plié dans la poche de ma veste. Je m'appelle Cole. J'ai 31 ans, et je dois vous parler d'un discours de 847 mots que personne n'a jamais entendu. D'une veste de costume bleu marine pour laquelle j'ai dépensé $340. Et d'un jeu de clés qui est allé dans les mauvaises mains pendant que 120 personnes applaudissaient. Et moi, je suis resté là. Le cœur battant contre un morceau de Bristol qui était devenu le document le plus inutile du bâtiment. La promesse n'était pas une simple conversation. C'était une décennie de conversations. Superposées les unes sur les autres comme des couches de lac. Chacune rendant la surface plus dure et plus brillante, jusqu'à ce qu'elle paraisse permanente. Jusqu'à ce qu'elle ressemble à quelque chose sur quoi on pourrait bâtir une vie. Jusqu'à ce qu'on oublie que sous toutes ces couches, il n'y avait que du bois nu qui pouvait se fendre à tout moment. J'ai commencé dans l'entreprise de fabrication de mon père à 19 ans. Fabrication Richard Cole et Fils. Ce qui était un nom généreux étant donné qu'il n'y avait la plupart du temps qu'un seul fil sur le plancher. Et c'était moi. Je balayais l'atelier de fabrication pendant les étés. Poussant un large balai entre des presses à estamper plus vieilles que moi. Respirant la poussière de métal et le fluide de coupe. Et l'odeur particulière d'un bâtiment où l'on fabrique des choses. Mon père parcourait l'atelier avec moi le samedi matin. Quand les machines étaient à l'arrêt et que le bâtiment était assez silencieux pour entendre les pigeons dans les chevrons. Et il m'expliquait comment chaque poste fonctionnait. Comment les commandes passaient de l'appel du client à la matière première, puis à la tôle découpée. Au produit fini, au quai de chargement, et enfin à la facture. Il désignait le sol vide, une tasse de café à la main. La lumière du matin traversant la poussière de l'atelier en longs faisceaux diagonaux qui donnaient à l'endroit un air presque sacré. Et il disait, un jour, tout ça. À 22 ans, je gérais les stocks. À 25 ans, j'avais repensé tout le processus d'approvisionnement. Consolidé 3 relations fournisseurs redondantes, et fait économiser 140 000 $ en coûts de matériaux annuels à l'entreprise. À 28 ans, je dirigeais les opérations, gérant personnellement les plus gros comptes clients. Restant jusqu'à 20 heures la plupart des soirs. Tandis que le parking se vidait autour de moi et que les lumières de sécurité s'allumaient une par une dans la cour. Mon père passait par mon bureau en sortant, toujours de la même manière. Il frappait 2 coups sur le cadre de la porte avec sa jointure, se penchait sans entrer. Et disait, tu vas être meilleur à ça que je ne l'ai jamais été. Il l'a dit peut-être 30 ou 40 fois au fil des ans. Ces mots n'étaient pas des compliments. C'étaient des plans directeurs. J'ai construit toute mon identité professionnelle sur l'hypothèse que l'homme qui les prononçait les pensait. Mon frère, Miles, a rejoint l'entreprise à 24 ans après 2 entreprises qui ont échoué de la manière spécifique dont les entreprises échouent lorsque la personne qui les dirige a de la confiance. Mais aucune infrastructure. Un food truck qui a duré 4 mois parce que Miles n'avait pas tenu compte des coûts de permis. Des frais de cuisine partagés. Ou du fait que vendre des tacos coréens depuis un camion nécessite que quelqu'un sache réellement faire des tacos coréens. Ce que Miles ne savait pas faire. Puis une idée d'application qui n'a jamais dépassé le stade d'une présentation et d'un nom de domaine qui a coûté $14 et a expiré sans être renouvelé. Notre père a absorbé ces 2 échecs de la manière dont les parents absorbent les échecs de leurs enfants. Discrètement, en privé, avec un chèque et une conversation sur les leçons à en tirer. Miles a obtenu un titre de vice-président et un bureau d'angle dans l'entreprise de fabrication. Sa contribution réelle consistait à assister à des déjeuners clients où il était charmant et présent et disait toutes les bonnes choses sur le bon ton. À transférer des emails aux personnes qui faisaient le vrai travail avec des notes comme « Peux-tu t'en occuper ?» Et à partir vers 16h30 la plupart des jours. Parce que Miles croyait que travailler tard était un signe de mauvaise planification plutôt que de dévouement et une philosophie qui semble raisonnable jusqu'à ce que vous réalisiez que quelqu'un d'autre reste jusqu'à 20h pour combler le vide. Le personnel aimait Miles. Miles était sympathique.
Il racontait des blagues dans la salle de pause. Il se souvenait des anniversaires. Il apportait des donuts le vendredi et les bons, de la boulangerie sur Elm Street. Pas le plateau de la station-service. Il avait cette énergie, cette façon de rendre une pièce plus chaleureuse quand il entrait. Comme si le thermostat s'ajustait à sa personnalité. Mais personne n'appelait Miles quand une machine CNC affichait un code d'erreur à 2 heures du matin. Personne n'appelait Miles quand une livraison d'acier était déroutée vers le mauvais entrepôt et qu'un contrat de 380 000 $ était en jeu. Personne n'appelait Miles quand Catherine Voss du projet de Détroit appelait à 7h15 un lundi matin. Avec des modifications nécessitant l'approbation de l'ingénierie avant midi. Il m'appelait. À chaque fois. Miles était la façade. J'étais la colonne vertébrale. Et les colonnes vertébrales, comme il s'avère, ne se remarquent que lorsqu'elles cessent de tout soutenir. 3 mois avant le dîner de retraite, notre père m'a appelé dans son bureau. Le même bureau où il avait signé le premier contrat client de l'entreprise en 1994. Où il avait construit son propre bureau à la main parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'en acheter un. Où les murs étaient couverts de photos encadrées de projets et d'accords conclus d'une poignée de main. Et une entreprise qui était passée d'un homme avec un chalumeau et un rêve à une exploitation annuelle de 4 millions de $. Il a fermé la porte, s'est assis derrière le bureau. Et m'a regardé de la même manière qu'il me regardait ces samedis matins. Quand l'atelier était silencieux et que la poussière flottait dans la lumière. Je veux que tu prépares quelque chose, a-t-il dit. Un discours pour le soir de la transition. Quelque chose sur ce que cette entreprise signifie et où elle va. Tu t'adresseras au personnel en tant que nouveau chef des opérations. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai commencé à écrire. 14 brouillons. 6 semaines. J'ai écrit à ma table de cuisine après le travail, dans mon camion pendant les pauses déjeuner. Dans mon lit à 1h du matin quand les mots ne cessaient de se réarranger. Je me suis exercé devant le miroir de ma salle de bain. Regardant ma propre bouche former les phrases, ajustant les pauses. Cherchant où respirer pour que ma voix ne se brise pas sur les parties importantes. Je me suis exercé dans ma voiture en allant au travail. Le discours posé sur le volant au feu rouge. Je me suis exercé en promenant le chien. Les mots flottant dans l'air du quartier pendant que mon retriever inspectait les boîtes aux lettres. La version finale faisait 847 mots. Je l'ai imprimé sur du Bristol. Parce que du papier ordinaire semblait trop fragile pour quelque chose qui était censé changer ma vie. Je l'ai plié en 3. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de la veste de costume marine que j'avais achetée. Spécialement pour l'occasion. 340 $ dans un grand magasin où je n'avais jamais fait d'achat auparavant. Aidé par un vendeur qui a ajusté les épaules et a dit, une occasion spéciale? J'ai dit, oui, en effet. Le discours était dans la poche poitrine gauche, sur mon cœur. Je trouvais ça approprié. La première ligne était. Mon père a bâti cette entreprise de ses mains. J'espère la faire progresser avec les miennes. Le dîner de retraite avait lieu dans une salle de banquet attenante au bâtiment principal de l'entreprise. Une salle devant laquelle j'étais passé 1 millier de fois en allant au quai de chargement. Utilisée pour les réunions de sécurité trimestrielles et les gâteaux d'anniversaire occasionnels. Maintenant, transformée au point d'être méconnaissable. Nappe blanche impeccablement repassée. Traiteur du restaurant italien de la 4e rue. Celui dont mon père disait toujours qu'il était trop cher. Mais chez qui il commandait quand même quand il voulait impressionner. Un bar ouvert avec un barman en gilet qui avait l'air plus mal à l'aise que n'importe qui dans l'équipe de fabrication. Des arrangements floraux sur chaque table. Des roses blanches et quelque chose de vert dont je ne connaissais pas le nom. 120 personnes. Personnel, clients, fournisseurs, famille. L'équipe de fabrication s'était mise sur son 31 comme je ne l'avais jamais vu. Des gars qui portaient normalement des bottes à embout d'acier et des carhartts se sont présentés en chemise. Les cheveux peignés et leurs bottes remplacées par des chaussures qui les serraient. L'air à la fois mal à l'aise et fier. Tommy, du poste de soudure. Portait une cravate pour ce qu'il m'a dit plus tard être la 3e fois de sa vie. Après son mariage et sa comparution au tribunal. Je suis arrivé tôt,
j'ai vérifié le podium, qui était une location, en plaquage de chêne. Un peu bancal sur le côté droit. J'ai testé le microphone, qui avait ce léger sifflement de l'arsène que les microphones des salles de banquet louées ont toujours. Et je me suis assuré que le projecteur fonctionnait pour le diaporama que j'avais préparé. 47 photos couvrant 30 ans de l'entreprise. Se terminant par une photo du plancher de l'atelier au lever du soleil que j'avais prise moi-même un matin. Quand j'étais le premier arrivé et que la lumière traversait les portes de la baie d'une manière qui donnait l'impression que les machines attendaient quelque chose. J'avais disposé les photos par ordre chronologique. Première image, mon père debout devant une baie louée en 1994. Un chalumeau dans une main et un accord conclu d'une poignée de main dans l'autre. Dernière image, le plancher de l'atelier actuel 30 ans plus tard. Un chiffre d'affaires annuel de 4 millions de dollars, un bâtiment portant son nom. J'ai programmé le diaporama pour qu'il dure 8 minutes. Je l'avais regardé 14 fois. Chaque fois, j'avais les larmes aux yeux à la photo 31, qui nous montrait, mon père et moi. Devant la première machine CNC qu'il ait jamais achetée. Tous les deux couverts de liquide de refroidissement. Tous les deux souriant comme si nous avions construit quelque chose ensemble. Parce que c'était le cas. J'ai redressé ma cravate dans le miroir de la salle de bain, ajusté la veste. Et touché le discours plié à travers le tissu. Toujours là. Les bords du Bristol étaient fermes contre ma poitrine. Pressant contre mes côtes à chaque respiration. Un petit poids rectangulaire qui semblait plus lourd que du simple papier. Le dîner s'est déroulé normalement pendant 90 minutes. J'étais assis à la table d'honneur, entre ma mère et Dutch. L'employé le plus ancien de l'entreprise. Un contremaître qui était là avant ma naissance et qui sentait en permanence l'huile de machine et le café Folger. Quelle que soit l'occasion. Dutch s'est penché à un moment et a dit, « Grande soirée pour toi, gamin. Tu l'as mérité. » J'ai dit, « Merci, Dutch. Ça compte beaucoup. » Il a hoché la tête et est retourné à son rôti de bœuf. Mon père était assis au centre de la table, avec Miles de l'autre côté. Miles en était à son deuxième verre, détendu, riant avec la femme d'un client à propos d'un tournoi de golf. J'ai remarqué que mon père jetait des coups d'œil à Miles tout au long du dîner. Avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quelque chose entre la fierté et la nervosité, un regard que je ne l'avais jamais vu me porter. Ce que j'ai alors classé comme une observation passagère. Mais que j'ai compris plus tard comme étant le détail le plus important de la soirée. À 21h15, mon père s'est levé et a tapoté son verre avec un couteau à beurre. La salle est devenue silencieuse de cette manière ondulatoire dont les grandes salles deviennent silencieuses. En commençant par les tables les plus proches et en se propageant jusqu'à ce que même le barman arrête de servir. Il a fait un discours sur 30 ans à construire quelque chose à partir de rien, sur le sacrifice. Sur l'héritage, sur ce que signifie mettre son nom sur un bâtiment et sa réputation à l'intérieur. Sa voix s'est étranglée quand il a parlé de ses fils, de tous les deux. Et je pouvais sentir le Bristol contre ma poitrine et mon cœur battre contre lui. Et je me souviens avoir pensé, ça y est. C'est le moment. D'une seconde à l'autre. Il va se tourner vers moi, je vais me lever, marcher jusqu'à ce podium. Et les 847 mots deviendront enfin quelque chose de plus que de l'encre sur du papier. J'ai vu mes deux garçons grandir et devenir des hommes dans ce bâtiment, a-t-il dit. Tous les deux m'ont apporté plus de fierté que je ne saurais l'exprimer. Puis il a mis la main dans la poche de sa propre veste et en a sorti un jeu de clés. Les clés de l'atelier. Le jeu principal. Celle qui ouvrait toutes les portes de l'établissement. Qu'il avait porté à sa ceinture pendant 30 ans. Qui avait usé une tache lisse spécifique dans le cuir de chaque ceinture qu'il avait possédée. Il les a levés et la salle a regardé. Et je pouvais sentir le moment arriver de la même manière que l'on sent un train approcher avant de le voir. L'air qui change, le sol qui vibre. Il a regardé la salle. Il a regardé ses fils. Et puis il est passé devant moi, devant la chaise vide où j'étais assis. Devant le micro où j'étais censé me tenir. Il s'est dirigé vers Miles, a posé sa main sur l'épaule de Miles, et a placé les clés dans sa paume. C'est ton tour maintenant, mon fils. La salle a éclaté.
Applaudissements. Une ovation debout du personnel. Miles s'est levé, l'air choqué mais ravi, la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. L'expression d'un homme recevant quelque chose qu'il voulait, mais ne s'attendait pas entièrement. Mon père l'a serré dans ses bras. Les téléphones portables se sont levés. Quelqu'un a sifflé. Je n'ai pas bougé. Ma main était sur la poche de ma veste. Le discours était toujours là. 847 mots qui ne seraient jamais prononcés. La salle applaudissait, mon père serrait mon frère dans ses bras. Et Dutch me fixait depuis 2 sièges plus loin avec une expression qui ressemblait au moment juste avant que quelqu'un ne dise quelque chose qu'il ne pourra jamais reprendre. Ma mère a attrapé ma main sous la table et l'a serrée. Elle n'a rien dit. Sa prise était si forte que je pouvais sentir son alliance s'enfoncer dans mes doigts. Je suis resté 45 minutes, j'ai serré des mains, souri. Dit félicitations à Miles quand il est venu vers moi. Le bras tendu et ce sourire qui lui avait tout obtenu dans la vie sans rien mériter. Puis je suis sorti sur le parking, je suis monté dans mon camion. Et je me suis assis sur le siège du conducteur, le moteur éteint et le plafonnier allumé. J'ai sorti le discours de ma poche, je l'ai déplié sur le volant, et j'ai lu la première ligne. Mon père a bâti cette entreprise de ses mains. J'espère la faire progresser avec les miennes. Je l'ai lu en entier, les 847 mots, seul dans un parking sombre. La basse de la musique de la fête cognant à travers les murs de la salle de banquet. Dutch m'a trouvé, il a frappé à la vitre. Je l'ai baissé. Il a regardé le papier sur mon volant. C'est ton discours? J'ai hoché la tête. Je travaille pour ton père depuis 28 ans. C'est toi qui diriges cet endroit depuis 5 ans. Tout. Le monde dans cette salle le sait. Ton père le sait aussi. C'est ce qui rend cette soirée encore pire. Pourquoi a-t-il fait ça, Dutch? Dutch est resté silencieux pendant un long moment. Les lumières du parking bourdonnaient. Une mie tournait autour du lampadaire au sodium au-dessus de mon camion. Puis il a dit, parce que Miles a demandé, et Miles a toujours su comment demander les choses. Toi. Jamais. Tu te contentais de les faire. J'ai replié le discours, je l'ai remis dans la poche, j'ai démarré le camion. Et je suis rentré chez moi. Vendredi matin, 7h15. Je suis arrivé sur le parking de l'entreprise de la même manière que je l'avais fait pendant 11 ans. Même place, 3e rangée, près du quai de chargement. Mon camion était le premier. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec la clé de mon bureau, allumé les lumières du couloir. Mis en marche la machine à café dans la salle de pause, parce que personne d'autre ne le faisait jamais. Et je me suis assis à mon bureau. Boîte de réception, 47 emails de la nuit. 3 commandes urgentes. Un problème de fournisseur avec une livraison d'acier en retard de 2 jours. Catherine Voss de Détroit demandant des délais révisés pour le contrat de 380,000 $. J'ai répondu à chaque email, passé 3 appels avant 8 heures, reprogrammé la livraison d'acier. Et confirmé le calendrier de Détroit. Au moment où le personnel a commencé à arriver à 8h30. La journée était déjà en marche parce que je l'avais fait démarrer. De la même manière que j'avais fait démarrer chaque journée depuis 5 ans. Miles est arrivé à 9h45. Nouvelle énergie, marchant différemment, les épaules en arrière. Comme si les clés avaient physiquement changé sa posture. Il s'est arrêté à mon bureau, s'est appuyé contre le cadre de la porte comme le faisait notre père. Et a dit, mec, on devrait parler des trucs de transition. Peut-être déjeuner cette semaine. Il portait une nouvelle montre, une Tag Heuer. Qui captait la lumière du plafonnier à chaque fois qu'il faisait un geste. Bien sûr, quand tu veux. Il a tapoté le cadre de la porte 2 fois comme un tambour et s'est éloigné. Il n'a pas posé de questions sur le contrat de Détroit. Il n'a pas posé de questions sur le retard de l'acier. Il n'a posé de questions sur aucun des 47 emails que j'avais déjà traités. Le personnel savait. Je le voyais à la façon dont Linda de la comptabilité m'apportait un café sans qu'on le lui demande. À la façon dont Dutch passait devant mon bureau 3 fois avant 10 heures sans s'arrêter, ce qui, pour Dutch, était l'équivalent d'un faucon en surveillance.
J'ai attendu une semaine. Dimanche après-midi. Chez mes parents. Ma mère m'avait invité à déjeuner et avait dit au téléphone, juste toi. Ce qui signifiait qu'elle savait. Mon père était sur la terrasse arrière, dans la chaise où il s'asseyait toujours. Celle avec l'accoudoir usé. Il avait l'air plus vieux. La retraite fait ça parfois. Elle enlève la structure et les années s'engouffrent. Je me suis assis en face de lui. L'arroseur du voisin frappait la clôture à un rythme régulier. Ma mère est restée à l'intérieur. J'avais un discours, papa. Il a levé les yeux. Dans ma poche. Au dîner. Tu m'as dit il y a 3 mois de préparer un discours de transition. J'ai écrit 14 brouillons. J'ai acheté un costume pour ça. Le discours était dans la poche de ma veste. Quand tu es passé devant moi et que tu as donné les clés à Miles. Son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. L'expression d'un homme qui évitait une conversation depuis des mois et venait de réaliser que la conversation l'avait rattrapé. Il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, Miles me l'a demandé. Toi non. Comment ça, il te l'a demandé? Il y a 6 mois, Miles est venu dans mon bureau, a fermé la porte, s'est assis, et a dit, papa. Je veux diriger cette entreprise. Je sais que Cole est celui que tu préparais. Mais je la veux. Je travaillerai pour l'avoir. Il avait un plan, écrit. Des objectifs trimestriels. Une stratégie de recrutement. Sa vision pour l'expansion commerciale. Il est resté assis là pendant 1h30 et a plaidé sa cause. Et tu ne m'as jamais rien dit. J'allais le faire. Je n'arrêtais pas de repousser. Puis le dîner était à 1 semaine et je n'avais toujours pas trouvé comment te le dire. Et Miles n'arrêtait pas de demander. Et j'ai juste. Il s'est interrompu. J'ai pris une décision sur le moment que j'aurais dû prendre des mois auparavant. Et je l'ai prise de la pire manière possible. C'est la partie qui m'a fait mal à la poitrine. Sa raison n'était pas la méchanceté. Ce n'était pas qu'il aimait plus Miles ou qu'il me pensait moins capable. C'était de la lâcheté. Il savait que j'étais le meilleur opérateur. Il savait que j'avais mérité le poste. Mais Miles a demandé, et moi jamais. Parce que je ne pensais pas avoir besoin de demander quelque chose qu'on m'avait promis. La promesse aurait dû suffire. Mais Richard était un homme qui ne pouvait pas dire non au fils qui demandait et ne pouvait pas se résoudre à décevoir le fils qui ne demandait pas. Alors il a fait ce que font les lâches. Il a évité la conversation difficile jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Puis il a laissé le moment décider pour lui. Le moment a choisi Miles parce que Miles était là, la main tendue. Moi, j'étais là avec un discours dans ma poche, attendant d'être appelé. Je sais que j'ai mal géré la situation, a-t-il dit. Tu n'as pas mal géré la situation. Papa. Tu ne l'as pas géré du tout. Tu l'as laissé se produire et tu t'es dit que c'était la même chose que de prendre une décision. Ce n'était pas le cas. Il a regardé ses mains, les mains qui ont bâti l'entreprise. Les mains qui ont remis les clés au mauvais fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas encore. Dans les 2 semaines suivant la transition, les fissures ont commencé à apparaître. Pas de manière spectaculaire, pas tout en même temps. Mais de la manière spécifique dont un bâtiment s'affaisse quand on enlève un mur porteur. Une porte qui ne ferme plus correctement, une fenêtre qui coince. Des fissures capillaires le long du plafond que l'on ne remarque pas avant d'être allongé sur le dos à regarder en l'air. Le contrat de Détroit exigeait des mises à jour hebdomadaires de l'ingénierie que j'envoyais chaque lundi à 7 heures depuis 3 ans. Des rapports de progression détaillés, l'état de l'approvisionnement en matériaux. Le calendrier de fabrication, les points de contrôle qualité. Les mises à jour du calendrier de livraison. Chaque mise à jour me prenait environ 90 minutes à compiler. Car elle nécessitait d'extraire des données de 3 systèmes différents. De les croiser avec le calendrier du projet. Et de les formater dans le modèle spécifique utilisé par l'équipe de Catherine Voss. Miles ne connaissait pas les mises à jour du lundi, ne savait pas que le modèle existait. Ne savait pas que Catherine Voss les attendait.
Après 2 lundis manqués. Catherine a appelé la ligne principale de l'entreprise et a été dirigée vers Miles, qui a dit « Je vais regarder ça. » Elle m'a appelé personnellement cet après-midi-là. « Je travaille avec votre entreprise depuis 6 ans. » Call. Je n'ai jamais manqué une mise à jour. Je n'ai jamais eu un email sans réponse. Je n'ai jamais eu à appeler 2 fois. À qui dois-je parler maintenant? Je lui ai dit que j'avais été affecté à un autre rôle et que Miles gérait le compte. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, si jamais vous montez votre propre affaire, appelez-moi en premier. J'apporterai mon contrat avec moi. C'était la première graine. Je ne l'ai pas plantée. Elle s'est plantée toute seule. Les relations avec les fournisseurs étaient pires. J'avais personnellement négocié les conditions avec cette fournisseur de matériaux au cours des 5 dernières années. 3 d'entre eux avaient des accords de prix verbaux. Des remises de 8 à 14% basées sur la confiance personnelle, un volume constant. Et le fait que je me souvenais des noms de leurs enfants et que je prenais de leurs nouvelles à chaque appel. Quand Miles a commencé à passer des commandes via le système d'approvisionnement standard, sans les prix négociés, les coûts ont grimpé. Rien que l'acier a augmenté de 11% le premier mois. L'aluminium de 9%. Les coûts des fixations ont doublé sur une commande spéciale. Parce que Miles a utilisé le prix catalogue au lieu d'appeler Dev chez Consolidated Hardware et de dire « C'est call. J'ai besoin du tarif habituel. » Sauf que ce n'était plus call. Et le tarif habituel ne fonctionne que lorsque la personne qui demande a passé 5 ans à bâtir la confiance qui rend ce tarif possible. À la 4e semaine, Sandra, la directrice des opérations qui était là depuis 12 ans, a frappé à la porte de Miles. Elle tenait un porte-bloc et son expression disait tout ce que le porte-bloc ne disait pas. Le planning de fabrication n'existe pas. Comment ça? Cole le créait chaque semaine. Tous les dimanches depuis son ordinateur portable personnel. Il n'est pas dans le lecteur partagé. Il n'est pas dans le système ERP. Il n'est dans aucun système. C'était dans sa tête. Sur son ordinateur personnel. Et maintenant ce n'est nulle part. J'ai 14 gars sur le plancher demain matin et aucun planning pour leur dire quoi couper. Quoi souder, ou quoi expédier. Miles m'a appelé ce soir-là. J'ai vu son nom sur mon écran. J'ai laissé sonner. J'étais assis sur mon canapé, en train de manger un dîner que je m'étais préparé. Quelque chose de simple, des pâtes à la sauce. Dans le silence d'un homme qui apprenait ce que c'était que de ne pas être indispensable pour la première fois en 5 ans. Le téléphone a arrêté de sonner. J'ai fini mes pâtes. 2 autres clients m'ont contacté directement au cours des semaines suivantes. Tous 2 des comptes de longue date que j'avais gérés personnellement. Tous 2 posant la même question, où es-tu? Et pouvons-nous te suivre? Je ne sollicitais pas, je ne faisais pas campagne. Les clients me trouvaient parce que les clients ne suivent pas les logos. Ils suivent la personne qui répondait au téléphone à 7 heures du matin. Puis Dutch a appelé un soir. Gamin. La moitié de l'atelier met son CV à jour. Sanders a déjà des entretiens ailleurs. Si tu ouvrais ta propre boutique, tu aurais un contremaître. J'ai dit, Dutch, je ne vais pas créer ma propre entreprise. Il a répondu, pas encore, mais tu vas le faire. Et quand tu le feras, je serai le premier à te rejoindre. Je n'avais pas de réponse. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il décrivait un avenir auquel je ne m'étais pas encore permis de penser. Et cela sonnait parfaitement juste. 6 semaines après la transition, un mardi soir d'octobre. L'air avait ce froid de début d'automne qui rend le travail au garage utile. Assez froid pour voir sa respiration, mais assez chaud si l'on est en mouvement. J'étais sous mon camion en train de remplacer les plaquettes de frein. Allongé sur un chariot de mécanicien avec une clé à douille à la main et de la poussière de frein sur les avant-bras. Parce que c'est ce que je fais quand j'ai besoin de réfléchir. Je répare des choses avec mes mains. La même impulsion qui a poussé mon père à construire un bureau en 1987. Et qui m'a poussé à repenser un processus d'approvisionnement en 2019.
Nous réparons des choses. Nous réparons juste des choses différentes. Miles ne répare rien. Miles entre dans des pièces et fait en sorte que les gens se sentent bien d'être dans la même pièce que lui. Ce qui est une compétence. Mais pas une qui aide quand on est allongé sur du béton à 21 heures avec un étrier de frein grippé et la tête pleine de choses qu'on ne peut pas dire à voix haute. Mon téléphone a vibré sur l'établi. Un texto de Miles, je peux passer? Pas un texto professionnel. Pas, le système de planification est en panne, ou, Catherine Voss menace de partir. Juste 5 mots qui ressemblaient plus au frère avec qui j'ai grandi qu'au PDG qu'il essayait de devenir depuis 6 semaines. Il est arrivé 20 minutes plus tard. Il n'est pas entré dans l'allée avec sa confiance habituelle. Il s'est garé dans la rue, ce qui était nouveau. Il a remonté l'allée lentement. Les mains dans les poches d'un vieux sweat que je reconnaissais de l'université. Pas le nouveau blazer de patron qu'il portait au bureau. Pas de tagué ce soir. Juste Miles. La version de Miles qui m'aidait à laver le camion le samedi quand nous étions adolescents. Avant que les titres, les clés et les bureaux d'angle ne compliquent tout. Il s'est assis sur l'établi et m'a regardé travailler pendant 5 minutes sans rien dire. Le garage sentait le nettoyant pour frein, le castrol, et la faible odeur sucrée de la sûre du projet d'étagère que j'avais commencé dans le coin. La radio était à faible volume. Une station de rock classique jouant quelque chose que je n'écoutais pas. Je pouvais voir ses pieds pendre de l'établi. De la même manière qu'il pendait du haillon quand nous étions enfants. Assis dans l'allée à manger des glaces à l'eau pendant que papa travaillait sur la tondeuse. Je suis en train de perdre le contrat de Détroit. J'ai glissé dessous le camion. Je me suis assis sur le chariot. Je l'ai regardé. Je sais. Sandra s'en va. Je sais. Papa m'appelle tous les jours pour me poser des questions sur des chiffres que je ne comprends pas. Marge brute. Répartition des frais généraux. Stock de produits en cours. Je cherche la moitié des termes sur Google après qu'on a raccroché. J'ai posé la clé. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon d'atelier qui était déjà trop sale pour être utile. Les yeux de Miles étaient rouges. Pas de larmes. Le genre de fatigue profonde qui vient quand on est dépassé par les événements depuis 6 semaines. D'affilée et qu'on réalise que l'eau ne baisse pas. Elle monte. Et la personne qui vous maintenait à flot est assise sur un chariot de mécanicien dans un garage. Couverte de poussière de frein. Vous regardant comme si elle attendait cette conversation depuis la nuit où vous avez reçu les clés. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était si compliqué, demanda Miles. Tu n'as jamais demandé. En 11 ans de travail dans le même bâtiment, Miles. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Pas une seule fois. Tu savais que j'étais là chaque matin avant ton arrivée et chaque soir après ton départ. Tu savais que les clients m'appelaient. Pas toi. Tu savais que le planning apparaissait chaque lundi comme par magie. Tu n'as juste jamais demandé d'où il venait. Parce que tant qu'il apparaissait. Tu n'avais pas à t'en soucier. Demander aurait signifié reconnaître que la chose que tu voulais est le titre. Les clés, l'autorité avaient un coût que quelqu'un d'autre payait. Il a encaissé ça. La radio jouait. Le garage était froid. Papa m'a dit qu'il t'avait demandé d'écrire un discours. C'est vrai. Tu l'as toujours? Dans la poche de ma veste. Je ne l'ai pas bougé. Je peux le lire? J'ai regardé mon frère pendant un long moment. Puis je suis entré, je suis allé au placard, j'ai pris la veste marine du cintre. Et j'ai senti le poids du Bristol. Toujours dans la poche poitrine où je l'avais mis la nuit où tout a changé. Je l'ai rapporté au garage et je l'ai tendu à Miles sans commentaire. Il l'a déplié soigneusement. De la manière dont on déplie quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et qui a plus d'importance que le papier sur lequel c'est imprimé. Et il a lu les 847 mots, debout dans mon garage sous la lumière fluorescente. Ses lèvres bougeant légèrement sur certaines phrases. Comme le font les gens quand les mots frappent plus fort que prévu. Quand il a fini. Sa mâchoire était serrée et ses mains tremblaient d'une manière qui n'était pas due au froid. Il l'a replié le long des plis d'origine, me l'a rendu.
Et a dit 6 mots dont je me souviendrai toute ma vie. Tu aurais dû faire ce discours. Ouais. Je ne sais pas comment diriger cette entreprise. Cole. Je pensais que si. J'avais un plan et un argumentaire. Et je me suis assis dans le bureau de papa pendant 1h30 et je l'ai convaincu. Mais un plan? Ce n'est pas la même chose que de savoir. Tu connais ce métier comme je sais charmer une assemblée. Et charmer une assemblée ne fait pas tourner les machines. Ni revenir les clients, ni nourrir 14 gars. Je l'ai tapé cette nuit-là, après le départ de Miles. Un document d'une page, une restructuration de partenariat. Cole devient directeur des opérations avec pleine autorité opérationnelle. Miles conserve le titre de PDG et s'occupe des relations extérieures. De la représentation des clients, des choses pour lesquelles Miles est vraiment doué. Salaire égal, propriété à 50/50. Une condition. Leur père approuve et reconnaît par écrit au personnel que la transition a été mal gérée et que le rôle opérationnel de Cole est essentiel. 6h30 du matin. Un dîner près de l'usine. Café et œufs. Miles a lu le document 2 fois. Tu veux travailler avec moi? Je veux travailler comme nous aurions dû le faire depuis le début. Tu es bon dans les domaines où je suis mauvais. Les clients t'apprécient. Les fournisseurs me font confiance. Tu vends la vision. Je construis l'infrastructure. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un partenariat. Mais seulement si les 2 personnes sont reconnues pour ce qu'elles apportent. Papa n'admettra jamais qu'il a eu tort. Il n'a pas à dire qu'il a eu tort. Il doit dire ce qui est vrai. Que j'ai dirigé les opérations pendant 5 ans et que l'entreprise ne fonctionne pas sans ça. Miles a remué son café froid. Et si j'avais dit non? Et si je t'avais dit de créer ta propre entreprise? Alors je l'aurais fait. Catherine Voss était prête. Dutch était prêt. La moitié de l'atelier était prête. J'aurais pu avoir une entreprise concurrente en 6 mois. J'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que papa a bâti cette entreprise et je ne veux pas la concurrencer. Je veux la diriger. Avec nous 2. Richard a signé la restructuration 3 jours plus tard. Il ne le voulait pas. Ma mère l'a appelé dans la cuisine, a fermé la porte. Et a eu une conversation qui a duré 90 minutes. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais quand il est sorti, il ressemblait à un homme à qui on venait de montrer un miroir qu'il évitait depuis des mois. Il a signé à la table de la cuisine. Là où il m'avait autrefois montré le premier compte de résultat de l'entreprise sur une serviette en papier. Quand j'avais 16 ans. La note de service est sortie le lundi. Avec effet immédiat. Cole occupera le poste de directeur des opérations avec pleine autorité opérationnelle. La transition de la direction a été restructurée pour refléter les besoins opérationnels de l'entreprise et les contributions des 2 frères. Pas des excuses, une correction. Et les corrections ont parfois plus de valeur que les excuses. Car elles changent réellement quelque chose. 6 mois plus tard, le contrat de Détroit a été renouvelé. Catherine Voss a signé une prolongation de 3 ans d'une valeur totale de 1,2 million de dollars. Elle m'a envoyé une bouteille de Woodford Reserve avec un mot qui disait « Bienvenue de retour dans ta propre entreprise ». Je l'ai posée sur l'étagère de mon bureau, le nouveau bureau. Celui avec la fenêtre donnant sur l'atelier. D'où je peux voir les machines tourner et l'équipe se déplacer entre les postes, et Dutch. Toujours Dutch. Debout à l'entrée de la baie de fabrication à 6h45 avec un café à la main et cette expression qu'il a quand les choses fonctionnent comme elles le devraient. Ce qui n'est aucune expression du tout. Juste le calme d'un homme qui est au bon endroit depuis 28 ans et qui le sait. Sandra est restée. Elle a retiré ses candidatures de 3 autres entreprises la semaine où la note est sortie. Elle est passée à mon bureau avec une copie imprimée de l'annonce au personnel. L'a posée sur mon bureau, et a dit, il était temps. 2 mots. Sandra n'est pas une grande bavarde. Mais ces 2 mots contenaient plus de validation que n'importe quel discours depuis un podium n'aurait pu en contenir.
Le planning de fabrication et de retour, généré chaque dimanche depuis mon ordinateur portable. De la même manière qu'il l'a toujours été. Sauf que maintenant il y a une sauvegarde enregistrée sur le serveur de l'entreprise et une copie imprimée dans le bureau de Sandra. Parce que j'ai appris que la seule chose pire que d'être invisible, c'est d'être irremplaçable sans documentation. Si je me fais renverser par un bus demain, le planning existe toujours. Les contacts des fournisseurs sont maintenant dans le CRM au lieu d'être juste dans mon téléphone. Le modèle de mise à jour pour Catherine Voss est enregistré dans un dossier partagé avec des instructions. Les connaissances qui ne vivaient que dans ma tête vivent maintenant dans le système. Ce qui est plus difficile et moins romantique, mais infiniment plus résilient. Miles gère le côté externe mieux que je ne l'avais prévu. Il a décroché 2 nouveaux comptes commerciaux au 3e trimestre que je n'aurais jamais poursuivis. Parce que je ne sais pas réseauter comme Miles. Je n'entre pas dans une pièce pour la rendre plus chaleureuse. J'entre dans une pièce pour la rendre plus organisée. Ce qui est moins charmant mais plus utile quand le quota doit être atteint à midi et que les coûts des matériaux doivent être recalculés. Miles a conclu un accord avec un cabinet d'architecture paysagère qui prévoit 280 000 $ par an et un promoteur régional avec 3 projets en cours. Notre chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 14%. Le bilan est plus sain qu'il ne l'a été depuis 2 ans. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous nous disputons sur les stratégies de prix. Il veut casser les prix de la concurrence. Je veux maintenir les marges. Nous nous disputons sur les délais d'embauche. Il veut agrandir l'équipe. Je veux former l'équipe actuelle. Nous nous disputons pour savoir si la salle de pause a besoin d'une nouvelle machine à café. Elle en a besoin. Miles a raison sur ce point. La Monsieur Coffee de Dutch, vieille de 28 ans, produit quelque chose de plus proche d'un déchet biologique que d'une boisson. Mais je ne l'admettrai jamais à voix haute. Car céder sur la machine à café signifie que Miles lancera une campagne pour une rénovation de la salle de pause et je n'ai pas l'énergie pour ce combat en ce moment. Mais nous nous disputons en tant que partenaires, en tant qu'égaux. En tant que 2 frères qui apportent des choses différentes à la même table et ont finalement reconnu à qui appartiennent quelles choses. Pas en tant que fils choisi et fils oublié. Juste en tant que Cole et Miles. Directeur des opérations et PDG. La colonne vertébrale et la façade. Le gars qui fait tourner les machines et le gars qui fait venir les clients. Nous avons besoin des 2. Nous en avons toujours eu besoin. Samedi matin. Je suis dans mon garage en train de travailler sur une étagère pour le nouvel espace de bureau que nous aménageons. Mon téléphone vibre. Miles a envoyé une photo de l'atelier. Lumière du petit matin. Les machines qui chauffent. La poussière de métal qui flotte dans l'air. Légende, ton royaume, ta majesté. À lundi. Je souris presque. La veste marine est toujours dans mon placard. Le discours est toujours dans la poche. Je ne l'ai pas déplacé. Non pas parce que je m'accroche à la douleur, mais parce que le discours était bon. Il était vrai. Et un jour, peut-être lors de la prochaine étape importante de l'entreprise. Peut-être lors d'un dîner qui se déroulera différemment du dernier, je le prononcerai. Ou peut-être pas. Peut-être que 847 mots dans une poche de veste suffisent. Peut-être que certains discours n'ont pas besoin de public. Peut-être que l'entreprise qui fonctionne bien, les clients qui restent. Le personnel qui sait qui fait vraiment tourner la boutique, peut-être que tout cela dit tout ce que le discours essayait de dire. Je plie le chiffon d'atelier, j'éteins la lumière du garage, je rentre, je prends mon café. Et je commence mon dimanche. Le planning de fabrication ne va pas se faire tout seul. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous. Et partagez la vôtre dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine.